Messieurs et dames, une fois de plus, bienvenue à votre programme. Vous êtes téléspectateurs et auditeurs branchés à vos petits postes récepteurs pour ainsi suivre Passage oblige. Nous allons aujourd'hui parler planning familial, bien sûr, comme vous le savez très chers tous. Nous allons bien sûr bénéficier de l'apport du docteur Ami Abel qui n'est plus à présenter dans cette émission, bien sûr, très chers tous. Et avec lui, nous allons essayer d'en savoir plus sur le planning familial, qu'est-ce qui est avantageux en planifiant les naissances et est-ce qu'il y a des inconvénients. Nous allons aussi avoir une vue celle de l'Église, bien sûr. Qu'est-ce que l'Église dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos afin de trouver le juste milieu qui pourra, bien sûr, nous aider tous. Alors, docteur, bienvenue une fois de plus dans Passage oblige. Merci beaucoup, cher Cédric. Merci également à toutes celles et à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Toujours une fierté de servir la population, même par le moyen de la communication. Une fierté de vous avoir une fois de plus ici. Je rappellerai le nom, docteur Ami Abel Amindanga, voilà. Et avec vous, planning familial, est-ce que ça vaut la peine d'en parler aujourd'hui? Bon, planning familial, c'est la franchisation incomplète de l'anglais family planning. En français, on dirait tout simplement planification familiale. Voilà. Et avec ce terme, il y a beaucoup de termes apparentés qu'il nous faudra quand même expliquer à la population pour que chacun prenne la mesure de ce qu'on entend par ce processus de planning familial. Allez-y. Alors, bon, quand on dit planning familial, family planning, c'est la planification familiale. Là, ça renvoie carrément au niveau du gouvernement, de l'organisation communautaire, comment on peut limiter les naissances, comment on peut limiter la répansion, la régulation démographique au niveau d'un pays, d'une région donnée. Et avec ce terme, on a d'autres termes comme la contraception. La contraception, là, c'est tout simplement le fait d'éliminer qu'il y ait des grossesses, empêcher la grossesse par toutes les voies possibles, que ce soit au niveau central, au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse, on bloque l'ovulation, que ce soit, et même au niveau des ovaires, que ce soit au niveau utéro-vaginal, là on empêche le contact entre le spermatozoïde et l'ovule de la femme, ce qui permet la fécondation, donc le début d'une vie avec un zygote qui à la longue deviendra embryon et puis fœtus. Et quand il va naître, il est nouveau-né. Alors, la contraception, c'est qu'on utilise des méthodes qui empêchent une conception, qui empêchent une grossesse. Alors, et il y a ce qu'on appelle aussi l'espacement de naissance. C'est une politique qu'on utilise plus dans les milieux ruraux qui consiste à espacer les naissances. On s'est dit, voilà, on aura un enfant après 3 ans, après 5 ans, ainsi de suite. Et là, il peut se poser le problème de la ménopause tardive parce qu'elle peut intervenir après 47 ans, parce que c'est en moyenne 47 plus moins 7. Donc, il y a des femmes qui peuvent avoir leur ménopause à 55 ans. Alors, si on commence à 20 ans par un espacement de 3 ans, vous aurez par exemple 55 moins 20, ça vous fait 35. 35 divisé par 3, vous voyez ce que ça vous donne, c'est autant d'enfants. Donc, l'objectif, in fine, il n'est pas atteint. Et il y a ce qu'on appelle carrément la limitation de naissance. Et là, ça pose un problème. Un couple peut se dire, voilà, nous, on aura au maximum 2 enfants. Alors, on peut faire coup sur coup les 2 enfants, ainsi de suite. À savoir que les enfants sont des facteurs consommateurs de la femme. Et donc, une femme qui met au monde autant d'enfants s'est fait consommer. Et en Chine, depuis les années 1939, ils ont été à 1 enfant par couple. Aujourd'hui, ils en sont à 2. Oui, oui. Et puis, en 2015, ils ont autorisé 2 pour les parents uniques, hein, les enfants uniques. Hein, l'homme ou la femme est enfant unique de sa famille, on peut lui permettre d'avoir 2. Et puis, il y a eu vieillissement de la population. Ils ont changé depuis 2021. Dans beaucoup de régions de la Chine, ils permettent d'avoir autant d'enfants. Depuis 2021, ils permettent. Donc, vous voyez, c'est toujours un problème au niveau gouvernemental, au niveau familial, de gérer ce qu'on appelle des naissances désirables. Trois choses
Essentiel, Oui. dont vous faites allusion ici. Le planning familial, la contraception, l'espacement des naissances, la limitation de naissances, ainsi de suite. Donc, il y a tellement de choses qu'il faut comprendre, ainsi de suite, parce que le planning familial, il a beaucoup d'avantages, mais il a aussi des inconvénients. Ah oui, Quand on opte pour une méthode donnée, il faut vraiment être conséquent. Le couple doit être conséquent parce que ce n'est pas toujours rose. Il y a aussi quels sont les avantages si on doit frustrer le commencer couple? par là? Les avantages, le premier avantage au niveau gouvernemental, ça permet de réguler les naissances. Donc le gouvernement va contrôler. Parce que dans un gouvernement responsable, l'État prend en charge toute sa population. Qu'il s'agisse des personnes adultes qui travaillent ou pas, qu'il s'agisse des enfants. Donc le gouvernement doit les prendre en charge. Alors plus on a des millions, des milliards de personnes, on aura du mal à contrôler, il y aura nécessité des coupes budgétaires, ce qui n'est pas une bonne chose. Ça, c'est au niveau gouvernemental, ça permet de contrôler l'expansion démographique. Alors, au niveau des couples, juste quand on parle du planning familial, ça permet de gérer le budget familial en contrôlant, bien sûr, les naissances désirables. Donc, il faut avoir autant d'enfants à une période donnée. Là, c'est important sur le plan économique et ça permet de prendre en charge à la perfection les enfants qu'on a déjà. Donc, si vous avez autant d'enfants, leur scolarité, ça pèse. Hein? Donc, il faut les prendre en charge. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas facile. Leur nourriture, ça pèse. Les habiller, ça pèse. Les surveiller, ça pèse. Tous ces frais-là seront contrôlés lorsqu'on a des limites par rapport au nombre d'enfants. Par rapport à la femme, ça permet d'avoir une bonne santé. Parce qu'une femme qui meurt par le fait d'être enceinte, de mettre au monde, ça s'appelle décès maternel. Et c'est un indicateur du niveau de santé d'un pays. Donc, ce décès maternel, il vaut son pesant d'or. Et c'est un élément péjoratif lorsqu'on parle d'un système de santé au niveau d'un pays, au niveau d'une région donnée. Alors, avec le planning familial, la santé maternelle, elle est bien sécurisée. Pourquoi? Parce que on ne permettra pas à la femme de tomber enceinte n'importe quand. Parce que n'importe comment, parce qu'il y a des grossesses qui sont des facteurs de risque pour la mère. Et vous devez savoir, une globe qu'en Afrique, lorsqu'une femme tombe enceinte, elle a un pied dans le tombeau. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a des maladies on ne sait jamais. Qui commencent avec la grossesse. Étant donné que la grossesse, ça diminue le système de défense naturel de la femme. La prise en charge n'est pas assurée. C'est tout à fait logique parce que la grossesse qu'elle porte, elle n'est pas sienne. Elle vient d'un homme qui n'est pas son frère, qui n'est pas son cousin, qui n'est pas son neveu, ainsi de suite. Et là, Dieu a permis que son organisme puisse supporter cette allogreffe. Voilà pourquoi l'immunité de la femme diminue pendant la grossesse. Et au même moment, un cercle vicieux, ça donne aux maladies aussi d'émerger et de se développer. Et lorsqu'on met au monde, on n'a pas bien suivi les consultations prénatales, ça peut être une surprise, les maternités ne sont pas équipées, ainsi de suite. Et elle peut mourir, premièrement, par hémorragie. Vous savez que dans la plupart de nos hôpitaux, dans nos aires de santé, dans nos zones de santé, on n'a pas de banque du sang. Il n'y a pas de banque de sang. Alors, lorsqu'on a besoin du sang, quand une femme vient accoucher, il faut lui donner du sang en urgence. Voilà pourquoi c'est un risque pour une femme, lorsqu'elle met au monde, de mourir par hémorragie, avec des déchirures, avec beaucoup d'histoires qui pouvaient être prévenues bien avant. Et puis, il y a ce qu'on appelle les syndromes vasculo-rénaux de la grossesse, des maladies hypertensives, une tension qui augmente ou qui baisse, au cours de la grossesse ou pendant l'accouchement ou juste après, c'est truffé de conséquences néfastes pour l'enfant. Donc, lorsqu'on régule les naissances, on peut prévenir les décès maternels. Donc, c'est une bonne chose pour la santé maternelle. L'autre aspect aussi par rapport aux avantages, c'est par rapport au fœtus qui naît aussi. Voilà. Lorsqu'un enfant naît, sa mère est décédée, cet enfant-là court aussi le risque de mourir trop jeune, très tôt, ou carrément d'avoir une santé médiocre, parce que personne ne peut remplacer sa propre mère. Alors, avoir voilà, donc il faut permettre à l'enfant, lorsqu'il naît, d'avoir sa mère en vie. Et les autres enfants qui l'ont précédé devraient voir leur mère en vie. Donc, espacer les naissances, limiter les naissances, réguler les naissances, c'est aussi important pour la santé infantile, pour les enfants, surtout dans leur bas âge. Voilà, il y a tellement d'avantages sur le plan économique, sur le plan social, mais aussi sur le plan de la santé maternelle et infantile. Et est-ce qu'il y a des inconvénients? Oui, les inconvénients, il y en a. Il y en a, il faut y aller méthode par méthode pour expliquer. Il y a des méthodes qui ne permettent pas une sexualité épanouie.
lorsqu'on prend une méthode naturelle comme le coït interrompu, l'homme doit retirer son pénis, sa verge, bien avant l'orgasme. Et pourtant, lorsqu'on fait un rapport sexuel, le summum, le paroxysme, tout ce qu'on veut, c'est l'orgasme qui permet à celui qui a son orgasme de produire des hormones de bonne humeur, du bien-être, les endorphines, les amphétamines, ainsi de suite. Ça lui permet d'être aux anges. Alors, quand on se coupe pendant ce moment-là, on est frustré. Et la femme, il y a des femmes qui veulent l'acte complet, elles aussi, elles sont frustrées. Il y a des méthodes naturelles comme la polygamie. L'homme doit aller ailleurs, mais c'est un cercle vicieux. En allant ailleurs, il a plus d'enfants, même si la femme est semblée protégée. C'est un problème. Il y a des méthodes hormonales qui peuvent amener des complications à moyen ou à long terme, de maladies cancéreuses, de maladies métaboliques, favoriser l'obésité, le diabète, ainsi de suite. C'est un coup dans le dos. Là, il faut connaître les méthodes. Il y a d'autres méthodes mécaniques comme le stérilet. Lorsqu'il est sans hormones, sincèrement, il peut donner lui à ce qu'on appelle des micro-avortements. Donc, il est là au niveau de la matrice. Il empêche tout simplement l'anidation ou l'implantation. Or, nous savons que l'œuf fécondé vient s'implanter au niveau de la matrice au 5e jour. Donc, la méthode n'empêche pas la fécondation. On a les zygotes, l'œuf fécondé, mais au 5e jour, il part. Parce que là où il devrait s'implanter, il y a un stérilet. Et là, ça s'appelle micro-avortement. Devant Dieu, c'est un péché. C'est un péché, bien sûr. Pour les religieux que nous sommes, pour les chrétiens que nous sommes, il y a beaucoup de femmes qui sont soumises à cette méthode sans autant d'explications. Et chacune des méthodes a un problème, elle a des inconvénients. Voilà pourquoi il faut y aller au cas par cas. Quand une femme ou un couple voudrait une méthode de contraception, il faut commencer d'abord par une consultation. Il faut lui expliquer les tenants et les aboutissants de chacune des méthodes et lui laisser le libre choix d'opter pour telle ou telle autre méthode. Et c'est important parce que généralement, c'est l'homme qui décide. Non, 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 c'est la femme qui doit être au centre de son choix. Oui, c'est elle qui vivra. Le mariage, c'est un contrat, il peut finir. L'homme peut mourir et là, une vie après le mariage ou après le décès de son mari. Alors, il ne faut pas l'exposer à avoir ses jours être écourtés par l'effet d'avoir opté pour une méthode dont les conséquences... La méthode mécanique, parce que vous en avez parlé, oui. Est-ce que les dames de tout âge peuvent recourir à cette méthode? Parce qu'il y a des rumeurs selon lesquelles, à un certain âge, on ne peut pas faire telle ou telle autre méthode. Oui, c'est une bonne question, mais je voulais être beaucoup plus classique, me faire comprendre. La classification, il y a diverses classifications. L'essentiel, c'est que les gens comprennent. On peut classifier les méthodes en méthode naturelle, ça veut dire il n'y a pas l'apport d'un médicament ou quoi que ce soit. C'est la nature elle-même, on observe certaines choses. Et puis il y a des méthodes dites artificielles. Je pense que c'est la méthode, la classification qu'on utilise souvent. Il y a une autre classification en termes de méthodes réversibles. Réversible, ça veut dire après une période, on peut recouvrer la possibilité d'avoir un enfant. Et des méthodes irréversibles ou radicales, ou la stérilisation. Lorsqu'on choisit cette méthode-là, la personne qui s'est livrée, c'est fini, ainsi de suite. Mais ce qu'il faut savoir, en termes de méthodes, il y a 4 clés pour choisir une méthode. La première clé, c'est l'efficacité. Quand on parle d'efficacité, on exclut les risques de grossesse non désirée, de grossesse accidentelle. Donc, hormis la stérilisation, qui est la méthode radicale, les autres méthodes offrent un certain degré d'échec. Et là, on parle d'efficacité. Plus la méthode diminue les risques de grossesse accidentelle, elle est beaucoup plus efficace. Deuxième critère, c'est l'acceptabilité. Donc, la méthode ne peut être permise au couple que lorsqu'elle est acceptée par les deux conjoints, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Ils doivent se mettre d'accord. Donc, si la méthode ne leur l'est pas, pour des raisons d'ordre religieux, pour des raisons de connivence personnelle, il faudra éviter cette méthode, quels que soient les avantages qu'elle offre. Troisième clé, c'est tout simplement ce qu'on appelle la réversibilité. Ça veut dire, une bonne méthode devrait permettre à une femme de recouvrer la possibilité de tomber enceinte. Je donne un exemple simple. Une femme, parce qu'elle a déjà 4 enfants, elle dit, voilà, on lui fait une stérilisation de l'aveu de son mari, et après quelques mois, le mari meurt. Elle se trouve un autre mari, parce que ça peut arriver même à 35 ans, 40 ans. Et le mari lui dit, je veux tout de toi, mais au moins un enfant. Et là, c'est un problème.
lorsque les documents n'ont pas été signés comme il faut, alors c'est les pratiquants, les professionnels de santé qui vont en répondre. C'est déjà arrivé plus d'une fois. Voilà pourquoi il faut réfléchir. Il ne faut jamais prendre une méthode de stérilisation à chaud. Il ne faut pas en décider à chaud. Il faut y revenir au moins 2 ou 3 fois et ça va permettre d'être conséquent parce que les conséquences sont radicales comme le mot l'indique. La dernière clé pour une méthode, c'est l'innocuité. Donc, une méthode devrait éviter des conséquences, surtout à la personne qui accepte la méthode. Généralement, c'est l'une ou l'autre des personnes. Souvent, c'est la femme, mais il y a aussi des méthodes pour l'homme. Alors, il ne faut pas plaire à l'autre en acceptant une méthode. Alors, lorsque les 4 clés sont observées, il y a moyen de décider. Alors, de manière classique, il y a ce qu'on appelle les méthodes réversibles. Les méthodes réversibles, ça nous permet de recouvrer. Et là, nous prenons les méthodes naturelles. Les méthodes naturelles, c'est des méthodes que tout le monde peut utiliser. Je prends des exemples un peu banals. On prend la polygamie. Quand un homme a plusieurs femmes, il peut changer des lits, de maison. Ça permet à la femme qui n'a pas été visitée pendant un temps de ne pas tomber enceinte. C'est pour elle un avantage, mais pour l'homme, il n'y a pas d'avantage parce que là où il ira, lui, il est toujours fécondant, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, il peut toujours avoir des enfants. Et ce n'est pas aussi bénéfique pour les chrétiens? Bon, oui, pour les chrétiens, mais pour les musulmans, pour les musulmans, ça va, ils peuvent aller. Oui, c'est un débat, et là, exactement. Je ne donne pas mon point de vue. Exactement. Bon, de toute façon, c'est compliqué qu'il y ait de vrais monogames. Même à l'église, c'est un problème, on ne sait jamais. Il y a la deuxième méthode naturelle, c'est la séparation des lits. Alors, l'homme dort sur un lit et une femme. Cette méthode a été utilisée depuis la nuit des temps en Afrique. Généralement, quand une femme met au monde, elle ne dort pas sur le lit de son mari pendant 3 mois. On lui trouve un autre lit. Mais c'était une méthode. Mais très belle méthode, très bonne méthode. Voilà. C'est important. Et là, il faut prendre cette méthode. Mais elle a un effet négatif. Elle favorise l'infidélité. Quand l'homme dort sur un autre lit, facilement, il peut aller la journée faire le mariage ailleurs. Bien sûr. Le soir, il revient comme un agneau, comme quelqu'un qui n'a rien fait. Alors, c'est important de connaître. Il y a les coïts interrompus. Avant d'éjaculer, l'homme retire sa vers son pénis. C'est très difficile, ça. Et là, c'est un problème d'acceptabilité. Parce qu'à ce moment-là, plusieurs n'ont pas atteint l'orgasme. Plusieurs n'ont pas tout leur sens. Non, mais c'est un problème de culture, c'est un problème d'exercice. Alors, maintenant, il faut comprendre avec cette méthode, elle ne permet pas de suivre complètement. Et l'homme doit libérer sa sémence loin de la vulve. Pourquoi? Parce que la femme est pendant la fécondation, elle produit la glaire. Et la glaire, c'est comme un véhicule qui prend les spermatozoïdes contenus dans les spermes et qui les amène vers le tiers externe de la trompe. Parce que la fécondation n'a pas lieu dans le vagin, n'a pas lieu dans la matrice. Elle a lieu au niveau de la trompe vers l'ovaire. Et là, il faut qu'on fasse une petite anatomie de la femme. Donc, la femme, elle a ce qu'on appelle les 2 ovaires qui sont à l'extrême au niveau des fosses iliaques, de part et d'autre. Et puis, il y a des trompes, des oviductes, alors, qui vont venir vers la matrice qui se trouve en plein hypogastre. Alors, la fécondation, il faut que le spermatozoïde aille ou bien soit amené au niveau de l'intersection du tiers externe et du tiers moyen de la trompe. Voilà pourquoi il y a des femmes qui sont stériles. Pourquoi? Parce que les trompes ont été bouchées, généralement par des infections comme l'infection à chlamydiase, une chlamydiase à chlamydia trachomatis. C'est une infection, une maladie sexuellement transmissible. Voilà pourquoi lorsqu'on demande aux jeunes femmes, aux jeunes filles, aux femmes en général, lorsqu'elle a une infection urogénitale, de mieux se faire soigner parce qu'il y a des infections génitales qui peuvent amener une stérilité. Donc, ici chez nous, dans la plupart des cas, qu'il s'agisse de stérilité secondaire, souvent, ou de stérilité primaire, quelquefois, généralement la cause, ce sont les infections. Est-ce que vous pouvez revenir sur comment calculer? Oui, on va y arriver parce que c'est l'une des méthodes naturelles. Alors, il y a ce méthode du calendrier, les méthodes qui sont liées à l'ovulation de la femme. Là, il faut connaître une chose. Il y a 3 méthodes qui se basent sur le cycle de la femme. La première méthode, c'est la méthode du calendrier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la femme, elle a un cycle. Dès qu'elle commence ses règles à la puberté, parce que la puberté, c'est le développement des caractères sexuels secondaires. Il y a le développement de seins, qu'on appelle atelarches, des poils axillaires, adrénarches, des poils pubiens qu'on appelle pubarches, mais aussi la survenue de ses premières menstruations qu'on appelle ménarches. En général, c'est autour de 13 ans. Mais si elle dépasse 18 ans, 19 ans sans avoir vu des règles, là, il y a un problème. On parle d'aménorrhée primaire. Là, il faut se poser une question s'il s'agit réellement d'une femme. Donc, on peut être femme du dehors, mais à l'intérieur, on n'est pas femme. Oui, oui.
Il y a un pasteur qui a pris en mariage une femme comme ça. Elle n'a jamais eu ses règles à 23 ans. Il se permet de la prendre en mariage. Et quand ils vont se marier 2 ans après, lui aussi, il ne connaissait pas comment se font les choses. Elle avait une cupule au niveau du vagin. Et à l'intérieur, il n'y avait ni matrice, ni trompe, ni ovaire. Elle ne pouvait pas donc concevoir. Et la femme a eu un néovagin. Oui, sa famille a caché. Et puis, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'il y a divorce dans ce cas-là? Non. Non. Donc, l'homme doit supporter comme ça. Hein. Donc, quand on se marie, ça, bien sûr, il y a aussi le risque de ne pas avoir d'enfant. Ah, exactement. De cause de son partenaire, ainsi de suite. Alors, je revenais à cette méthode. Alors, la femme a ce cycle-là. En principe, le cycle, c'est 28 jours. 28 jours, plus ou moins 7 jours. Donc, de 23 à 35 jours. Ça ne dépend pas du calendrier. Donc, une femme qui a un cycle de 25 jours, elle peut voir les règles 2 fois le mois. Si elle a vu le premier, elle verra le 26. 26 donc, son cycle est normal. Elle a un cycle isoménoréique. Elle est normale. Donc, le cycle commence avec les premiers jours des règles. Les règles commencent aujourd'hui, c'est les premiers jours des cycles. Alors, si elle a 28 jours, elle commence aujourd'hui, elle compte 28 jours. Si au 28e jour, 29e jour, il y a encore des règles, le cycle est normal. Ce n'est pas lié au calendrier. Parce que c'est souvent la confusion. J'avais vu les 9, maintenant je vois les 11. Non, ça dépend du cycle. Si elle a un cycle de 30 jours, elle voit les règles le premier, donc au 31e jour, elle va voir les règles. Là, elle peut suivre les calendriers, mais généralement, ce n'est pas le cas. Alors, pour utiliser ces méthodes-là, basées sur les calendriers, il faut avoir des cycles réguliers. Ça, c'est le premier élément. Et pour conclure, il y a cycle régulier. Généralement, on demande aux jeunes filles qui ne sont pas encore mariées de noter le début et la fin de leurs règles à chaque fois. Ah, c'est important parce qu'il faut au moins 6 mois. 6 mois à 12 mois pour permettre à une femme d'utiliser cette méthode. Alors, elle est mariée. Il faut maintenant recourir à son passé pour dire qu'elle a un cycle régulier. Alors, la méthode du calendrier, ça veut dire quoi? Elle se base sur l'ovulation. La méthode de John Billings, ça veut dire quand une femme a un cycle de 28 jours, l'ovulation, c'est le 14e jour. Alors, le jour de l'ovulation, le 14e jour, et 3 ou 4 jours avant le règle, avant l'ovulation, et 3 ou 4 jours après le règle, ce qu'on appelle la méthode d'Ojuno-Cross, cette femme ne doit pas avoir de rapports sexuels. Donc, ce sont des périodes où elle peut tomber enceinte. La raison, elle est simple. L'ovocyte de second ordre que la femme produit, il fait 12 à 24 heures, maximum 48 heures. Donc, voilà pourquoi une femme ne peut pas tomber enceinte tous les jours de son cycle. C'est seulement le jour d'ovulation. Donc, elle produit un ovule qui peut rester en vie maximum 2 jours. Voilà. Maintenant, le spermatozoïde de l'homme, lui, reste en vie en moyenne 3 jours, mais il peut aller jusqu'à 5 jours. Ouh là là. Voilà. Maintenant, écoutez. Elle est au 14e jour, elle a fait l'ovulation. Elle a fait le rapport au 11e jour. L'homme dépose les spermatozoïdes et ne fait plus de rapports. Le spermatozoïde va rester en vie. Au 14e jour, il peut féconder. Exactement. Et généralement, là, ça joue sur le choix du sexe aussi. Pourquoi? Parce que les spermatozoïdes de l'homme, ils sont fragiles mais rapides. Donc, quand une femme fait le rapport sexuel pendant l'ovulation, elle peut facilement avoir un garçon. Facilement, elle peut. Maintenant, quand elle fait des rapports avant l'ovulation, qu'est-ce qui va se passer? Les spermatozoïdes féminins, ils sont robustes mais lents. Ceux des hommes vont aller vite et ils vont mourir. Ceux des filles vont aller lentement, ils tiennent, et puis ils peuvent maintenant féconder. Voilà pourquoi quand une femme a plus de garçons, on se dit, bah, souvent elle fait des rapports pendant l'ovulation. Si elle a plus de filles, on dit non, elle n'aime pas le rapport, c'est peut-être l'homme qui... Ah donc ici chez nous, à Lubumbashi, par exemple, oui. La plupart font... Non, je ne sais pas, mais il faut savoir... Il y a plus de filles que de garçons. Non, il faut savoir aussi que... Comme je l'ai dit, les spermatozoïdes masculins, ils sont fragiles. Et quand on voit les enfants qui meurent à la naissance, c'est souvent les garçons. La raison, elle est aussi simple, hein, du point de vue biologique. Les gonosomes ou bien les chromosomes sexuels, il y en a 2. Il y a les Y et les X. Alors, le chromosome Y, c'est 1/6 du chromosome X. Donc déjà, à partir de ça, on comprend l'explication. On est orgueilleux pour rien, mais du point de vue biologique, la femme l'emporte sur l'homme. Parce que le chromosome X vaut plus, 6 fois plus le chromosome Y. Voilà. Et je vous donne un petit bémol, c'est quand il y a des lauréats à l'examen d'État. Sur 5, il y a plus de filles que de femmes. Exactement. Oui, donc l'homme est plus fort que la femme,
seulement du point de vue musculaire, c'est la force musculaire. Et dans tous les autres domaines, la femme est plus forte. Il faut la laisser étudier, il faut la laisser aller là-bas. J'espère que les femmes les meilleures gestionnaires, sont très contentes, les plus intelligentes que nous. Il faut accepter parce que nous sommes tous venus de la femme. Ce n'est qu'une parenthèse pour balayer certaines idées préconçues, certains a priori, certains préjugés. Donc, il faut laisser la femme. Alors, docteur, pensez-vous que la planification familiale est une stratégie fondamentale, mais sous-utilisée de prévention du VIH ou encore? Oui, mais c'est là que je veux aller. Bon, méthode du calendrier, méthode de la température basale. Pendant l'ovulation, la température augmente et puis après, la femme ne peut plus concevoir. Et puis, la méthode d'ovulation de la glaire cervicale. Quand elle devient abondante, là, ça signifie qu'elle est en ovulation. Il faut éviter les rapports sexuels pendant ce temps-là. En dehors des méthodes naturelles, maintenant, il y a les méthodes mécaniques pour répondre à la question. Les méthodes mécaniques, la première méthode mécanique, c'est le préservatif. Chez l'homme, les condoms, chez la femme, les fémidons, ça existe. Donc, j'allais l'amener, je l'ai laissé dans les véhicules. Il y a les fémidons pour les femmes. Elle peut même utiliser son préservatif. C'est la seule méthode qui empêche les maladies sexuellement transmissibles, les préservatifs. En dehors de cette méthode, il n'y en a pas une autre. On ne trompe pas les gens. La seule méthode contraceptive ou carrément de planning familial qui empêche les maladies sexuellement transmissibles à un grand pourcentage, c'est simplement les condoms. C'est la barrière mécanique qui empêche. Alors, il faut comprendre ce que ça signifie. Pourvu que ce condom ne puisse pas connaître de... Non, il faut bien le porter. Je précise un problème que les gens ignorent. Les condoms, il a des numéros. Donc, un homme, avant d'utiliser les préservatifs, il doit connaître la taille de son pénis en érection. Il ne faut pas aller prendre un condom plus petit que son pénis en érection et ça va poser les problèmes. Et quand il faut le porter, il faut toujours laisser un petit espace au bout et c'est même décrit, c'est bien expliqué pour recevoir les 3 cc à 5 cc de l'éjaculat, donc du sperme. Quand on ne laisse pas cet espace, facilement ça va se casser, ainsi de suite. Et à chaque rapport sexuel, il faut changer. Donc c'est important. Alors, il y a ce qu'on appelle la coupole. La coupole, c'est une méthode, un diaphragme qu'on place au niveau du col. On explique à la femme par rapport à l'anatomie de son corps, elle va placer la coupole et ça lui permet d'avoir des rapports sexuels 6 heures durant. Là, souvent ici chez nous, ça n'existe pas, mais ailleurs, c'est l'une des méthodes frisées par les femmes parce que ça n'expose pas beaucoup de choses. Ce n'est pas au niveau vagin parce qu'avec les préservatifs, c'est un problème d'acceptabilité. Exactement. Il y en a, quand ils font des rapports avec les préservatifs, ils n'ont pas fait de rapport, il n'y a pas cette sensibilité, comme on dit, zone en zone, donc ils ne se sentent pas. Exactement. Avec la coupole, c'est au niveau du col, là, ça n'empêche pas ce que ça fait avec le préservatif. Il y a le stérilet. Le stérilet, c'est un dispositif intra-utérin. On introduit au niveau de la matrice. Quelques jours après les règles de la femme, on va placer les dispositifs. Alors, le stérilet, il y en a de 2 groupes. Il y en a qui sont sans hormones, sans progestatifs, et ceux qui sont couplés au progestatif. Les stérilet au progestatif vont avoir une double action mécanique par l'effet du stérilet, mais aussi chimique ou par les hormones qui vont empêcher la fécondation même ou l'implantation. Maintenant, quand vous utilisez les stérilets sans hormones, il n'agit que par effet mécanique. Voilà. Il occupe la place que devrait occuper l'enfant dans l'utérus, dans la matrice de sa mère. Alors, la fécondation s'est faite au niveau de la trompe. Et c'est au 5e jour que le fécondé vient maintenant pour s'implanter. Il trouve quoi? L'implant et le stérilet. Qu'est-ce qui se passe? C'est un micro-avortement. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle ne va pas sentir beaucoup de choses. Peut-être un petit saignement, un petit saignement ou carrément un peu de douleur et ça passe comme ça. Et or, en réalité, c'est un avortement. Un avortement. Maintenant, en Europe, où facilement on accède à l'avortement jusqu'à 3 mois de grossesse, une femme qui utilise les stérilets, qui l'empêche d'avoir une grossesse après 5 jours de fécondation, pour elle, ça ne dit rien. Mais pour celle qui est maman pasteur, pour celle qui est intercesseuse, pour celle qui envoie le feu, qui chasse les démons, devant Dieu, c'est un péché. Un péché. Et le stérilet peut aller jusqu'à 10 ans. Imaginez 10 ans de stérilet, combien de micro-avortements? Oh là là. Vous imaginez, voilà pourquoi si c'est maman pasteur, l'onction va commencer à baisser. On chasse les démons, ça ne part pas. Les visions et les prophéties ne viennent pas du fait de l'ignorance. Mon peuple est détruit à cause de des connaissances osées 4-6. Alors, et puis, je vais finir rapidement avec ça. Il y a aussi des méthodes mécaniques qu'on appelle des spermicides. C'est des comprimés, des ovules, de la crème ou du gel, de la mousse qu'on peut mettre au niveau du vagin de la femme. Ça tue les spermatozoïdes contenus dans le sperme.
Voilà, ça a une durée d'action de 6 heures, c'est important. Généralement, on couple cette méthode à d'autres méthodes mécaniques comme le condom ou le fémidon. Et puis, il y a les méthodes chimiques. Les méthodes chimiques, ce sont les hormones. Ce sont les œstrogènes combinés à de la progestérone. Ça peut se prendre sous forme de pilules, des comprimés que la femme prend tous les jours. Donc, c'est de l'esclavage. Hein. Si elle accepte, avec son collier, elle prend tous les jours. On lui dit comment il faut prendre les comprimés. Il y a tout ça pour ne pas avoir l'enfant. C'est la contraception. Et il y a ce qu'on appelle les injections. On lui donne une piqûre dans la fesse tous les 3 mois ou tous les 2 mois, ça dépend. Elle ne va pas tomber enceinte durant la période. Et puis, il y a ce qu'on appelle les implants qu'on place au niveau du bras. Là, ça peut l'empêcher de tomber enceinte pendant 3 à 5 ans, hein, généralement. Mais attention, quand on a des problèmes de cancer gynécologique dans la famille, on est obèse dans la famille, on est diabétique, il y a des méthodes qu'on n'utilise pas, on a des troubles hormonaux, on a aussi des maladies hémorragiques. Bon, il y a toujours des contre-indications. Là, ce sont les méthodes chimiques. Et puis finalement, ce sont les méthodes réversibles, les méthodes naturelles, les méthodes mécaniques, les méthodes chimiques. Et puis finalement, il y a les méthodes irréversibles ou la stérilisation. Chez la femme, on peut lui enlever les ovaires, ovarectomie. On lui enlève les trompes, salpingectomie. On lui enlève la matrice, hystérectomie, elle ne peut plus concevoir parce qu'elle n'a plus ce qu'il faut pour tomber enceinte. Ou carrément, on fait ce qu'on appelle une ligature tubaire. On bouche les trompes, entre guillemets, on ouvre, on ferme. En Europe, ça peut se faire par célioscopie, ainsi de suite. Et là, elle va plus tomber enceinte. Et chez l'homme, il y a la castration. Si elle peut accepter, on lui enlève les testicules. Là, l'homme ne peut pas produire les spermatozoïdes. Il ne peut pas rendre une femme féconde, comme ça se faisait avec les eunuques. Les eunuques dans la Bible. Voilà. Les castrer, ainsi de suite. On peut enlever carrément les testicules. Il y a ce qu'on appelle la vasectomie. La vasectomie, ça veut dire entre les testicules et les vases spermatiques, on coupe les canaux déférents, les canaux qui amènent les spermatozoïdes dans le sperme. C'est-à-dire, quand on fait ça, l'homme reste homme sur le plan sexuel, il conserve la virilité, mais il perd la fécondité. C'est une méthode irréversible. S'il accepte, il ne peut plus rendre une femme enceinte. Et s'il est comme Job, il perd tous ses 10 enfants en un jour, il doit oublier. Il est cuit. Voilà, ou carrément on utilise la banque, ainsi de suite. Voilà les méthodes d'une manière ou d'une autre, avec leurs avantages, mais aussi avec leurs inconvénients. Alors, très chers téléspectateurs, vous qui continuez à nous suivre, mais aussi très chers auditeurs, nous sommes en train de parler des plannings familiales. Ici, nous avons comme invité le docteur Ami Abel Amindanga. Alors, docteur, nous allons projeter une vue ecclésiastique par rapport au sujet. Je vais dans la Bible, il y a un cas d'Onan qui devait hériter... Dans Genèse 38, oui. Voilà, exactement, dans Genèse 38, verset 2e, ou à partir du 2e verset, bien sûr. Là, oui. Et il a utilisé également le coït interrompu, et Dieu l'a puni. Est-ce que cette méthode n'est pas réellement punissable de Dieu? Bon, c'est partagé, hein, mais cette histoire, ça est notre cadre. C'est quelqu'un qui ne veut pas donner de postérité à son frère décédé. Or, la Bible dit que quand une dame est veuve, elle a perdu son mari, oui, c'est son petit frère, quelqu'un de sa famille. La loi d'Inaziréa, oui. C'est ça le problème. Dieu a puni l'intention. Ah oui. Il faut comprendre, Dieu a puni quoi? L'intention. Parce que il y a des péchés par intention. Dieu a puni l'intention. Mais s'il s'agit de notre cadre, c'est un couple qui a assez d'enfants, qui ne veut plus en avoir. Bon, on prend Abraham. Dieu lui a donné un enfant après combien d'années de mariage? Après 25 ans de mariage. C'est aussi une planification familiale. Vous connaissez Rachel, la femme la plus aimée de Jacob. Elle est morte, pourquoi? Parce qu'elle venait de mettre au monde Benjamin. Exactement. Donc, ça, c'est un décès maternel. Si elle n'avait pas mis, Dieu l'avait gardé stérile, elle pensait que Dieu ne l'aimait pas. Quand elle a commencé à avoir des enfants, le premier Joseph, le second, elle finit pas. Donc, la femme, il y a des femmes qui ne doivent pas mettre au monde. Par exemple, quand une femme fait une préclampsie à répétition, une fois, 2 fois, tout ça, des césariennes, qu'est-ce que vous allez conseiller à cette femme-là? Qu'elle ne mette plus au monde. Sinon, elle va mourir. Il ne faut pas jouer, on ne joue pas avec la vie. Voilà, il y a des cas exceptionnels. Le problème, c'est l'intention. Alors, moi, je ne partage pas
la compréhension de tout le monde. Ce qu'il faut dire aux religieux, ce qu'il faut dire aux pasteurs, ce qu'il faut dire aux couples chrétiens, ça dépend de la méthode. Personnellement, la méthode que j'interdis, moi, c'est les stériler. Parce qu'il permet des micro-avortements, on n'a pas d'explication. Mais empêcher son sperme ou ses spermatozoïdes de féconder une femme, si on évite la grossesse dans le cadre licite du mariage, moi, je ne vois pas d'inconvénient. Ça, c'est mon point de vue. Hein? C'est important. Nos jeunes sœurs meurent parce qu'elles font des avortements clandestins. Mais si on peut leur permettre de faire de cela, du point de vue scientifique, il n'y a pas de problème. Parce que la planification familiale de la contraception, elle permet à une femme de jouir de sa sexualité et de vouloir tomber enceinte quand elle le veut. C'est important. Et là, je signale une histoire pour ceux qui ne sont pas mariés. Vous savez qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Exactement. Il y aura toutes les joies possibles, mais celle du marié et de la mariée, ça ne va pas exister. Même dans la Bible, il y a une histoire qu'on a racontée à Jésus. Il y avait 7 frères. Oui. Là même dit voilà. qu'on sera comme des âges. Donc, s'il faut jurer du mariage sur la terre, alors il faut permettre à l'homme et à la femme de jurer pleinement du mariage. C'est l'une des raisons aussi du planning familial. Il ne faut pas chaque fois l'enfant. Vous savez, en Afrique, il y a une femme, dès qu'elle s'est mariée à 13 ans, jusqu'à la ménopause, elle ne va jamais se règler. Pourquoi? Parce que dès que l'enfant, 2 mois, 3 mois après, tombe enceinte. Pourquoi? Parce que quand une femme est au monde, elle ne peut plus concevoir durant 42 jours, 45 jours, ce qui fait 1 mois et demi. Après cette période, elle peut tomber enceinte. Au 3e mois, une femme peut tomber enceinte. Généralement, 2 ou 3 premiers mois, elle a des cycles anovulatoires. Mais 5 mois après avoir mis au monde, une femme peut tomber enceinte. Et quand une femme tombe 5 mois après avoir mis au monde, elle ne s'est pas encore reconstituée. L'enfant qu'elle va mettre au monde va consommer son organisme. Elle court le risque de mourir, ce qu'on ne sait pas. Et l'enfant qui a été mis au monde, qui n'a pas joui de tous les soins de sa mère parce qu'elle lui va être remplacée, ça aussi c'est un problème. Cet enfant est à haut risque. Voilà, pour éviter qu'on avorte, pour éviter qu'on tue les enfants, pour éviter qu'on ait des enfants qu'on voulait avorter mais qu'on garde malgré soi, il faut le planning familial. Et si on ne veut pas des méthodes mécaniques, on peut choisir quelques méthodes chimiques. Et si on est fort, on laisse faire les méthodes naturelles. Avec tout ce qu'il y a comme frustration. Et les méthodes naturelles demandent beaucoup de discipline. Beaucoup de discipline. Beaucoup de volonté. Et puis, le consentement mutuel. Alors, nous sommes presque en train de finir cette émission de ce jour. Alors, docteur, je voudrais que vous puissiez, une fois de plus, faire montre à nos téléspectateurs, d'une manière un peu globale, aussi résumée, que le planning familial n'est pas forcément démoniaque, mais aussi, je voudrais que vous puissiez brosser sur les enfants désirables et non désirables. Est-ce qu'il y a des effets secondaires ou psychologiques sur un enfant non désirable ou une grossesse non désirable? Oui, c'est des études qui l'ont prouvé. Aux États-Unis, la plupart des criminels là, c'était généralement des enfants provenant des familles monoparentales. Et leurs mères ont voulu les avorter, ça n'a pas tenu. Donc, c'est des gens qui peuvent développer, parce que c'est une communication. Quand un homme et une femme font les rapports, on produit l'ocytocine qui est l'hormone d'attachement. Quand une femme est au monde, le fait d'allaiter son enfant, elle produit l'ocytocine qui est l'hormone d'attachement. Alors, quand une femme allaite son enfant, ça traduit cet attachement-là. L'enfant ressent cela. C'est l'avantage, l'un des avantages du lait maternel. Maintenant, quand une femme tombe enceinte, elle ne veut pas de son enfant. Ça communique, parce que l'enfant est dans son sein. Et cet enfant ne sera pas choyé. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux dames, lorsqu'elles se rendent compte qu'elles sont tombées enceintes, elles doivent aimer la grossesse, elles doivent aimer l'enfant. Ça joue sur le plan psychologique. C'est documenté, ce n'est pas de la blague. Voilà. Naissance désirée ou naissance désirable, ça veut dire, la femme dit oui, je suis prête maintenant pour tomber enceinte. Elle se dit qu'elle est prête pour tomber enceinte. C'est ça la naissance désirable. Et généralement en Afrique, généralement ce sont les aînés. Les Moi, aînés, je suis aîné. voilà. Oui, je suis aîné. Il y a même quelqu'un qui dit que la plupart des nés sont intelligents ou encore sont épanouis dans la vie. Pourquoi? Parce que être aîné aussi, c'est avoir tous les liens de famille, si vous prenez le point de vue religieux. Ils ont des plus...
il n'y a pas les enfants qui souffrent comme les aînés parce qu'ils feraient les chemins. On souffre. Les aînés, c'est compliqué. On n'a pas de Ils sont intelligents pour ça. Ils sont équipés pour ça. Non, bon, de toute façon. Mais le deuxième enfant, lui, il ne traîne pas. Généralement, lui, c'est le plus désirable de tous. Bon, là, c'est autre chose. Et puis, les cadets, généralement, c'est celui qui énerve le plus. Et puis, on dit qu'on finalise, on fait tout ce qu'il faut. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est important. Hein? Au Japon, généralement, quand un couple tombe enceinte dans les 5 ans qui suivent le mariage, il y a un problème. Donc, ils veulent se marier d'abord, ils font 5 ans sans enfants et puis ils vont avoir des enfants après. Vous voyez, c'est une question de culture. Ah oui. Mais ce qu'il faut dire aux gens, c'est quoi? Les enfants, quand ils sont petits, c'est un problème. Mais quand ils grandissent, c'est une richesse, c'est une gloire, c'est une joie. Et c'est le point de vue biblique. Le psaume le dit, un carquois, il faut en remplir. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire aux gens? C'est quoi? Quand on se marie, le mariage, c'est une entente. On a un partenaire. La femme, c'est une aide pour l'homme. Dès leur nuit de noces, ils doivent se mettre d'accord. On va avoir combien d'enfants? Donc, on en aura autant. Voilà. Maintenant, les 4 ou les 3 ou les 2, on va les avoir comment? On dit, voilà, après 5 ans de mariage. Alors, le premier, on dit, voilà, on vient de se mettre, il faut l'avoir parce que ça justifie la dot qu'on a donnée chez la fille ici, chez nous. Alors, on a le premier enfant. Dès que la femme met au monde, elle se donne maximum 42 jours. Au deuxième mois, elle doit aller voir son médecin obstétricien, son gynécologue, pour lui poser la question. Voilà. Parce que ça dépend de la fécondité de la femme. Il y a des femmes fécondes, hein? 2 mois et demi, 3 mois et demi, elle tombe enceinte, c'est tout à fait normal. Alors, ils se mettent d'accord. Son gynécologue va lui proposer les méthodes naturelles qui sont frustrantes pour un jeune couple. Les méthodes mécaniques, ça va demander la discipline, c'est coûteux. Hein? Il y a aussi la méthode d'allaitement. Oui, la méthode d'allaitement, ça veut dire qu'il faut allaiter l'enfant plus la nuit. Nuit. Et puis, pourquoi? Parce que quand l'enfant, c'est tout à fait simple, c'est facile à comprendre. C'est quand comme une femme avorte, quand une femme est au monde. Le cerveau se dit, l'enfant est encore jeune, il ne faut pas libérer le mécanisme qui amène à l'ovulation. Alors, plus l'enfant est la nuit, même si l'enfant a 6 mois, 9 mois, le cerveau se dit qu'il est encore tout petit. Et là, il y a des pics hormonaux, ainsi de suite, qui justifient cette méthode. Mais c'est une méthode qui n'est pas du tout efficace, hein, parce que dans 23% des cas, on a des grossesses. On a fini. Ouais, c'est important, voilà, c'est normal. Et puis, elle choisit la méthode, elle met au monde, quand elle voudra, elle met encore au monde. La matière est très abondante. Venez voir, venez consulter chez le docteur Ami Abel. Vous avez un cabinet et tout ce qu'il y a, n'est-ce pas, pour recevoir. Oui, je reste ouvert. Bon, peut-être c'est mon numéro que vous ne donnez pas. Vous pouvez les gens viennent nous voir. Nous, on a l'avantage d'être médecin chrétien. Voilà. Vous pouvez donner le numéro comme ça. 099 52 20 9 82. 099 52 20 9 82. Et puis 082 44 33 642, 082 44 33 642. J'ajoute un mot, la contraception, c'est pas seulement pour le marié, c'est pas seulement pour le couple, mais aussi pour toutes les femmes en âge de procréer. C'est important parce que, au-delà de l'aspect religieux, la femme ne doit pas tomber enceinte en jouissant de sa sexualité. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Le plaisir est pour nous de vous avoir comme auditeurs, mais aussi téléspectateurs, à nous suivre sur votre chaîne. Merci à la grande équipe ITC Productions, Bénédicte Chabani, mais aussi Lorraine Moukonkole, sans oublier Daniel Kalimi Lokoko pour la réalisation de cette émission. Très chers téléspectateurs, merci au cadre merveilleux qui nous a été offert en ce jour. Il s'agit de Mélissa Georges. Venez faire un petit tour ici, vous nous en direz quoi. Merci à la grande équipe de la radio-télévision Ozana, Nixon Boukassa à la régie finale, mais aussi Franck Loutumba à la programmation. Je vous retrouve à la prochaine.